Quel était le dernier vestige survivant de l'Empire romain d'Occident? C'est une question qui semble très facile au premier abord. Il semble assez clair que le royaume de Syagrius a dû être le dernier État romain survivant de l'ancien Empire romain d'Occident. Parce que Syagrius était le dernier dirigeant romain légitime à l'ouest, et donc avec la chute de son domaine, le dernier phare de Rome est également tombé en Europe, ce dernier phare de lumière au milieu de l'obscurité envahissante des royaumes barbares, ou c'est du moins l'image que l'on pourrait avoir en regardant les anciennes cartes de l'Europe occidentale et en lisant les récits des historiens anciens. Mais nous avons découvert que la réalité est bien plus complexe que nous le souhaiterions, et que nous pouvons trouver des vestiges romains cachés dans des endroits que nous n'aurions pas soupçonnés au premier abord. La chute de l'Empire romain. La chute de l'Empire romain est peut-être la chute d'empire la plus complexe de l'histoire humaine. Rarement un empire est tombé si lentement dans tant d'endroits différents, sur tant de siècles différents. Nous avons constaté maintenant dans d'innombrables vidéos qu'il est presque impossible de trouver le dernier État romain. À l'Est, les candidats sont bien sûr la chute de Constantinople elle-même en 1453, mais aussi l'Empire de Trébizonde, le despotat d'Épire ou la principauté de Théodoro, qui ont survécu quelques décennies de plus que Constantinople elle-même, en tant qu'État de l'ancien Empire romain à l'Est. L'histoire à l'Ouest est aussi complexe. Le royaume de Jules Napos en Dalmatie a survécu quelques années de plus que l'État romain occidental. Et le royaume de Syagrius est tombé 10 ans après qu'Odoacre a pris le pouvoir en Italie, mais nous avons trouvé dans cette vidéo ici que si nous ne prenons pas strictement seulement les derniers dirigeants romains légitimes comme mesure, alors soudainement, il est beaucoup plus compliqué de dire quel était le dernier État romain occidental. Maintenant, soudainement, nous pourrions aussi dire qu'en réalité, les royaumes d'Odoacre et plus tard de Théodoric représentaient de véritables États romains, puisque tous les bureaux administratifs et civils ont été laissés intacts et la langue, la culture, les bâtiments et l'infrastructure n'ont absolument pas changé depuis les dernières décennies de l'Empire romain d'Occident. Ainsi, il y avait une continuité culturelle absolue. On pourrait donc dire que l'Empire romain d'Occident est réellement tombé vers 550 après Jésus-Christ, avec la destruction du royaume austro-gothique, parce qu'il était un véritable successeur de l'ancien Empire romain à l'Ouest, en tout sauf en nom. Cependant, nous avons trouvé dans cette vidéo ici que certains des anciens royaumes berbères méritaient également à juste titre d'être appelés romains, et que nous pourrions même faire valoir que certains de ces royaumes romano-berbères, qui ont en fait survécu jusqu'à environ l'année 700, étaient en réalité de véritables États successeurs de l'Empire romain d'Occident, puisque les coutumes et traditions romaines ont perduré longtemps après la chute de l'Empire romain d'Occident. Si nous prenons ainsi la continuité des coutumes, des offices, du mode de vie, de la langue et autres comme mesure, alors soudainement, il devient beaucoup plus difficile de dire quel était réellement le dernier État romain d'Occident. Mais à part tous ces potentiels États restants de l'Empire romain d'Occident, il en existe un autre qui aurait peut-être survécu bien plus longtemps que même les royaumes romano-berbères. Et nous le trouvons dans un endroit où nous l'aurions le moins soupçonné, puisque cette partie de l'Empire romain à l'ouest a été l'une des premières à être abandonnée par Rome, à savoir en Bretagne romaine. La Bretagne a été entièrement abandonnée par les Romains en l'an 407 après Jésus-Christ, en conséquence directe de l'invasion de la France après le 30 et 1 décembre 406 après Jésus-Christ. Cette année-là, la frontière du Rhin a été franchie, et même si les fédératifs francs ont d'abord réussi à repousser les envahisseurs, ils étaient nombreux, ont débordé les défenses frontalières et ravagé plusieurs villes en France. Stilicho, le protecteur de l'Ouest, était occupé jusqu'en août 406 avec la défense de l'Italie, et donc les troupes en Royaume-Uni se sont rebellées lorsque les nouvelles de la dévastation de la France les ont atteintes. Par conséquent, une série de nouveaux empereurs ont été proclamés par les troupes, et finalement, en 407 après Jésus-Christ, l'usurpateur Constantin III a quitté la Royaume-Uni et a emmené avec lui toutes les troupes romaines restantes et s'est rendu en France. On pourrait croire que c'était la fin de la Royaume-Uni romaine, mais en réalité, l'Empire de l'Ouest ne l'a jamais vu de cette façon. Oui, le contrôle militaire a effectivement été levé sur la Royaume-Uni, mais les empereurs romains de l'Ouest ont toujours continué à considérer la Royaume-Uni comme appartenant toujours à l'Empire romain. Et en effet, les preuves archéologiques montrent que jusqu'aux années 450 après Jésus-Christ, la vie romaine a continué assez inchangée en Royaume-Uni. Les riches propriétaires terriens vivaient dans leurs luxueuses propriétés comme si rien ne s'était passé.
La vie romaine a continué assez inchangée pendant quelques décennies de plus après le départ de l'armée romaine. Ce n'est qu'après les années 450 que les invasions anglo-saxonnes commenceraient sérieusement et que les romano-britanniques devraient maintenant se fortifier dans les anciens forts romains et que de nombreux établissements romains et les grandes propriétés foncières ont été abandonnés et ont commencé à tomber en ruine. J'ai réalisé une vidéo sur l'état de la ville de Londres quelques décennies après le retrait des troupes romaines. Et si vous êtes un passionné de Rome comme moi, alors vous allez certainement adorer les bagues merveilleusement détaillées et autres accessoires romains faits à la main par la boutique Senatus Populusque Romanus. Ces gars-là fabriquent vraiment des articles incroyables, soigneusement faits à la main, et vous trouverez certainement quelque chose dans leur boutique. Lien dans la description. Et ils fabriquent même l'unique et seul anneau officiel de la chaîne Majorianus, que vous pouvez commander en bronze et même en argent pour honorer l'héritage de l'empereur Majorien. Je pense que Majorien serait fier s'il voyait cela. Avec le code Majorianus, vous obtenez même une réduction de 10% sur chacun de leurs articles, alors allez voir leur incroyable boutique. Vous pouvez désormais commander des produits dérivés Majorianus, des mugs ou des t-shirts sur ma page officielle de produits dérivés, que je lis bien sûr aussi dans la description. Julius Valerius Majorianus serait assez surpris de voir tous ces produits dérivés, et Rick Emma serait super jaloux parce qu'il n'obtient pas un seul article. Des choses incroyables, vérifiées. Intéressant, les Romains s'étaient retirés du pays de Galles à l'ouest de la Royaume-Uni environ 20 ans avant l'usurpation de Constantin III. Au cours de ces années, Magnus Maximus s'était proclamé nouveau empereur des Romains et avait emmené avec lui une grande partie des forces militaires dans ce qui est aujourd'hui le pays de Galles. En ces temps-là, cette région était devenue romanisée au cours de 300 ans d'occupation romaine. Après le retrait des troupes romaines, cette zone a été laissée à se défendre elle-même. C'est en 383 après Jésus-Christ que Magnus Maximus avait quitté l'île. Mais pendant ces années, quelqu'un est venu au pays de Galles, appelé dans l'Historia Brittonum Padarn, Beisruth, Aptegit, qui peut être traduit par Paternus, de la robe écarlate, fils de Tégite. Robe écarlate indique un haut rang militaire romain, il aurait donc pu être un officier dans l'armée romaine, stationné au nord de la Royaume-Uni par Magnus Maximus, ou il aurait pu être un chef germanique, à qui on a accordé un grade militaire romain, ayant ainsi été fait fédérati de l'Empire. Quoi qu'il en soit, il a très probablement combattu pour l'Empire romain d'Occident et faisait partie de ces légions. Après le retrait de Maximus et de ses troupes, le commandement de Padarn dans le nord de la Royaume-Uni près du mur d'Adrien a duré encore quelques décennies et a ensuite été poursuivi par son fils Edirne, qui est dérivé du romain Aeternus. Edirne avait un fils nommé Cunégonde dans l'Historia Brittonum, qui défendait toujours la zone au sud du mur d'Adrien contre les invasions des Pictes, fin du IIIe ou début du IVe siècle après Jésus-Christ. Au pays de Galles, entre-temps, le retrait complet de toutes les troupes romaines l'avait laissé sans défense contre les raids de maraudeurs venant d'Irlande et de l'île de Man. Pour des raisons pas tout à fait claires, Cunégonde, ses fils et tout leur entourage se sont déplacés vers le nord du pays de Galles où ils ont combattu ces maraudeurs et ont ramené la région sous le contrôle romano-britannique. Ou alternativement, ce qui n'est pas tout à fait clair, ils auraient en fait pu être eux-mêmes des opportunistes, qui voulaient prendre le contrôle de cette zone non défendue. Cunégonde, descendant d'Edirne et Padarn, a établi un domaine là-bas et est devenu le premier souverain de ce royaume romano-britannique, qui est devenu connu sous le nom de royaume de Gwynedd. Il est très probable, cependant, que cette région était appelée tout à fait différemment à l'époque, très probablement encore avec son nom romain de Vénédotie ou Norvalia. Le nom Gwynedd lui-même vient de l'irlandais, et a donc probablement évolué avec le temps après que ce royaume a été établi. Cunégonde a régné longtemps, jusqu'en 440 après Jésus-Christ environ, et est mort aussi tard qu'en 460. La langue écrite officielle de ce royaume était le latin, et Cunégonde se voyait comme un successeur légitime de Magnus Maximus. En fait, même les rois ultérieurs de Gwynedd se considéraient comme les successeurs de Magnus Maximus. Par exemple, le pilier d'Élise près de la ville de Langolène au pays de Galles a été érigé vers l'année 855 après Jésus-Christ par le roi Singin ap Sedil. Fascinant, il liste Magnus Maximus comme l'ancêtre de ce roi. Ainsi, les rois ultérieurs ont retracé leur lignée jusqu'à Magnus Maximus lui-même, afin de se légitimer en tant que véritable Romano-Briton, et ils se considéraient réellement comme des descendants des Romains.
Les habitants de Gwynedd ont continué à avoir une affinité avec Rome, bien après l'effondrement de l'Empire romain d'Occident, notamment car le latin a été conservé à l'écrit, et la religion chrétienne a été pratiquée de manière continue. Les classes dirigeantes ont continué à mettre l'accent sur les ancêtres romains comme moyen de lier leur règne à l'ancien ordre impérial romain. Selon certains chercheurs comme Jean Davis, il existe un héritier résolument breton, et même romain du début de Gwynedd, et l'héritage romain était si fort que Brian Ward Perkins, un érudit que je respecte beaucoup, a écrit « Il a fallu attendre 1282 lorsque Édouard Ier a conquis Gwynedd pour que la dernière partie de la Bretagne romaine tombe, et on peut faire valoir que Gwynedd était la toute dernière partie de l'ensemble de l'Empire romain, est et ouest à tomber aux mains des barbares. » C'est vraiment fascinant. Alors quoi ensuite? Pouvons-nous imaginer le royaume de Gwynedd comme un phare de la civilisation romaine à l'ouest, quand tout le reste est tombé dans les âges sombres? Pouvons-nous imaginer les villes de Gwynedd comme des villes romaines, avec des monuments et des statues impressionnants et de grands forums, comme au bon vieux temps? Pouvons-nous imaginer des soldats romains portant les anciennes armures et bannières des Limitanei et Comitatensis des centaines d'années après la chute de l'Empire romain d'Occident? Peut-on envisager des basiliques romaines, voire d'anciens temples, perpétuant l'ancienne civilisation romaine dans un océan de ténèbres? Cela donne certainement une vision très romantique, et peut-être un joli roman de fantaisie exagéré. Bien entendu, nous savons que rien ne peut être plus faux. En réalité, il y a eu un abandon rapide de la politique romaine, des pratiques sociales, ecclésiastiques et des institutions après le retrait des Romains du pays de Galles sous Magnus Maximus, dans la région de Gwynedd et aussi ailleurs au pays de Galles. Le savoir romain a été perdu lorsque les Romano-Britanniques ont évolué vers une société simplifiée, militariste, presque tribale, qui n'incluait plus l'utilisation de la monnaie et d'autres industries complexes dépendantes d'une économie monétaire. Des techniques architecturales utilisant la brique et le mortier, et même des connaissances plus basiques, telles que l'utilisation de la roue dans la production de poterie, ont été totalement oubliées. Les bâtiments étaient primitifs comparés aux anciens imposants bâtiments romains en pierre, et la plupart des gens vivaient dans des maisons rondes primitives, comme à l'époque pré-romaine. Brian Ward Perkins suggère que les Gallois ont dû abandonner les anciennes méthodes romaines qui se sont avérées insuffisantes ou même superflues pour relever le défi de la survie auquel ils étaient confrontés. Dans les propres mots de Perkins, malgré leur fragmentation politique et leurs conflits internes, semblaient avoir offert une meilleure protection contre l'invasion germanique que la dépendance exclusive à une armée romaine professionnelle, qui, dans les années troublées du 5e siècle, était trop encline à se dissoudre ou à se mutiner. Donc, en gros, ce que Perkins dit, c'est que les Gallois sont revenus à un mode de vie plus primitif, comme on aurait pu le trouver en Royaume-Uni pré-romaine. Oui, ils ont continué la langue et la religion romaine, mais leurs villes et habitations n'auraient pas du tout paru romaines, pas plus que leurs vêtements ou leur armure militaire. Mais encore une fois, les Romains de l'Est à l'époque de la chute de Constantinople ne ressemblaient plus non plus aux premiers Romains, mais ils se considéraient toujours comme des Romains. Les Gallois qui vivaient dans le royaume de Gwynedd se considéraient également comme les successeurs des Romains, retraçant leurs ancêtres jusqu'à Magnus Maximus lui-même. Et donc, qui sommes-nous pour dire qu'ils étaient moins romains que les Byzantins? Ils utilisaient le latin et continuaient certaines traditions romaines, et donc ils sont un successeur fascinant de l'Empire romain d'Occident, qui a maintenu un héritage romain bien plus longtemps que tout autre État en Occident. En 1282, ce royaume a finalement été conquis par le royaume d'Angleterre. Et même si la version romantique et fantaisiste des derniers Romains luttant contre les Anglais est certainement très exagérée, nous pourrions encore dire qu'avec la chute du royaume de Gwynedd, un fascinant État successeur romano-britannique est finalement tombé et a été incorporé dans le royaume anglais. Nous voyons donc à quel point la chute de l'Empire romain d'Occident est réellement complexe et fascinante, une chute qui a pris de nombreux siècles et qui n'est pas aussi facile et claire que nous le souhaiterions parfois. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner afin de ne manquer aucune future vidéo sur l'époque fascinante de la fin de l'Empire romain. Et veuillez envisager de soutenir mon travail sur Patreon ou via une adhésion à YouTube, car la pérennité à long terme de cette chaîne dépend vraiment de votre soutien.
Cette chaîne ne fonctionnerait pas sans nos incroyables membres Patreon et YouTube. Et je tiens à remercier chacun et tous ceux qui soutiennent cette chaîne, sous quelque forme que ce soit. Je vous remercie beaucoup, mes amis. Et si vous voulez en savoir plus sur les autres États restants de l'Empire romain d'Occident de Julius Népos, en Dalmatie ou de Syagrius, regardez cette vidéo en haut à droite. Mais si vous êtes plus intéressé à en savoir plus sur un autre État successeur fascinant de l'Empire romain d'Occident, en Afrique du Nord, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je remercie encore tous les amis de l'histoire romaine. Je vous remercie et bienveillance.